à la base, le but du jeu, c'était d'accueillir tout le monde, quoi. Donc, c'est un peu dommage de vouloir faire des secteurs. Après, ça n'empêche pas qu'on peut imaginer, si c'est quelque chose qui intéresse la communauté cosplay, de se dire, tiens, le cosplay tel jour, c'est uniquement au Japon. Ce cosplay-là, tel jour, c'est ouvert à tous. On est parti pour les questions-réponses dans le chat. Vous pouvez y aller. Posez toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur Japan Expo Paris ou Japan Expo Sud. Et Jean-François et Thomas se donneront au mieux pour y répondre. Et là, je vois beaucoup de longs messages, de longs pavés. C'est pas mal. Ça va être compliqué en live, évidemment, de tout lire et tout répondre. On va mettre le ralenti là. Parce que... N'hésitez pas aussi à reposer la question. Attendez 5 minutes, 5-10 minutes. Et on y répondra peut-être une seconde fois si on ne l'a pas vu passer. En tout cas, on va essayer de faire au mieux. Je vous le promets. Alors, la première question, ça serait quoi? Moins de youtubeurs et plus de stars et mangaka japonais, ainsi que plus de conférences de jeux vidéo sur les... Ce n'est pas une question. Alors évidemment, voilà, posez vraiment des questions. Voilà, parce que les questions-réponses, je veux bien y répondre. Alors après, plus de stars et mangaka. Alors les mangaka, ça dépend de ce que vous appelez, mais on en a toujours eu. Là, cette année, on avait Shikashi Kobota, qui est quand même un grand monsieur de l'animation. On avait plein d'artistes musicaux japonais. On avait un peu de tout. Chaque année, on essaye d'en avoir. Kana, je crois qu'ils avaient ramené. Voilà, il y avait des mangaka français. Donc on essaye de faire le plein chaque année. Après, malgré tout, même quand on dit l'Asie est réouvert, etc., bon, on le voit bien quand on va au Japon, les Japonais sont pas ultra chauds à se déplacer encore. Et de toute façon, les mangakas, ça a toujours été une histoire très compliquée pour les déplacer. Et c'est vrai qu'à Japan Expo Paris, on en voit énormément. Et il y en aura vraisemblablement énormément cet été, vu tout ce qu'on nous annonce. Mais sur Marseille, ça a toujours été plus compliqué. Donc on a des animateurs avec plaisir. Après, donc Métamorphosie, qui depuis tout à l'heure a une tendance à s'exciter un petit peu dans le chat, qui dit 3 halls dont un vide pour faire la queue inutile, un autre avec des stands. Bah, la queue inutile, ça dépend à quelle heure vous arriviez, parce qu'à 7h du matin, et avant l'ouverture, il y avait du monde. Donc on a une file d'attente effectivement dans le hall 1 qui tenait facilement jusqu'à, ça dépend des jours, mais 10h30, 11h. Et qui permet de tenir à l'abri, qui permet, pour être à l'abri du vent, à l'abri éventuellement de la pluie. Parce qu'on est quand même un événement en hiver, hein, même si on est à Marseille, il se peut que... Et encore une fois, c'est vraiment un problème de perception, puisque là, si on prend la surface couverte du hall 3, donc qui était le grand hall où il y avait tous les stands, à lui seul, ce hall 3, il fait déjà plus grand que le hall 1 et 2 où il y avait les stands les années d'avant. Le palais des congrès, c'était encore une autre histoire, mais toujours est-il que là, en superficie, le festival était plus grand. Il y avait plus de stands, il y avait plus d'animation et les scènes étaient plus grandes, parce que l'inconvénient de l'amphithéâtre, par exemple, qu'on avait dans le palais des congrès, c'est que une fois qu'il était rempli, il était rempli. On pouvait pas en mettre debout, on pouvait rien faire. Là, l'avantage de retourner sur ce genre de scène, c'est comme ça. La programmation en 2019-2020 avec ces 3 espaces, le retour systématique dans les sondages des gens, c'était qu'on s'y retrouvait pas parce qu'il y avait trop d'espace, etc. Donc la conclusion, et a priori c'est pas le cas de Métamorphosie, mais la conclusion des gens, c'était c'est plus pratique quand il y a un seul hall. Donc c'est vrai qu'on a essayé de regrouper tout le monde. Cette année, en plus, dans le hall 2, il y avait les dédicaces, donc on disait, les expositions, il y avait les stands de restauration. Et de toute façon, les stands, que ce soit les stands de loisirs ou que ce soit les stands pro, quand on leur propose de s'installer dans le hall 2, ils veulent tous être ensemble dans le même hall. Donc de toute façon, il y a à ce moment-là une contradiction. Parce que effectivement, les exposants ne veulent pas être disséminés dans plusieurs halls. Quand on était en 2020 sur la dernière, tout le monde voulait aller dans le hall 1 parce que le hall 2, les visiteurs ne le trouvaient pas. Pourtant, dans le hall 1, il y avait l'entrée, dans le hall 2, il y avait la sortie. Donc à un moment donné, les visiteurs, ils devaient forcément les trouver. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir ce grand hall, et je répète, grand hall, c'est que tout le monde est réuni au même endroit. Et en fait, l'impression qu'il y en a moins,
Eh ben, c'est faux, en fait. Et le retour du Palais des Congrès, avec les différents étages, etc., on avait plein d'exposants qui se plaignaient qu'on les trouvait pas, que c'était mal indiqué, etc. Les visiteurs, quand ils sortaient, ils voyaient effectivement les fléchages, mais c'était quand même extrêmement rare que quelqu'un ait vu les 3 halls. La plupart des visiteurs nous disaient on en a vu 2. Voilà. Et la configuration pouvait donner une illusion de taille qui se perd quand on a quelque chose qui est plus monobloc. Mais c'est une impression. Enfin, il faut vraiment se rendre compte. De facto, dans les faits, on est sur quelque chose où en surface c'est plus grand, en quantité d'exposants, en quantité d'animation, en quantité d'invités, enfin en tout, on a fait plus. Et en plus, nous, on a pris soin de faire plus aussi parce qu'on se doutait bien qu'il allait y avoir comme ça ces impressions. Mais c'est quelque chose que les gens, et ça a créé une espèce de fantasme de quand il y avait le Palais des Congrès. Mais c'était pas si pratique. Et fallait voir le parcours que ça pouvait représenter. Après, c'est difficile. On comprend qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaisait, on conçoit. Mais ça peut pas être opposé à des faits. C'est-à-dire que on comprend les impressions, on les accepte, mais dans les faits, c'est pas la situation. Et pour revenir, parce que on disait qu'on se cachait derrière tout un tas de trucs, etc. Métamorphosie disait que je l'ai traité d'excité. Non, j'ai dit que plus t'excitais dans le chat, parce que là, on envoyait plein de messages alors que c'est pas le moment où on peut vous répondre. C'est un peu dommage. Le but du jeu, c'est d'échanger. Donc que ça n'ait pas plu la façon dont c'est organisé, c'est dommage. Le truc qu'il y a, c'est que juste dire c'était nul, c'est pas très intéressant. Dire que vous n'avez pas pu circuler, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Mais honnêtement, à un moment donné, les allées, si vous allez à peu près n'importe où, elles sont beaucoup plus petites. Donc on a fait des allées très grandes. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte que l'événement loue un hall, donc il faut forcément qu'il y ait une circulation pour les visiteurs, mais aussi de la place pour les exposants, et que dans la plupart des manifestations, les allées font 3 mètres, puisque la norme en termes de sécurité incendie, c'est 3 mètres. Nous, on met des allées doubles. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Pas dit que c'était nul aussi, je crois en fait quand même. Donc pas satisfait, on peut l'entendre, mais allons-y, parlons-en. Qu'est-ce qui n'a pas plu? Vous avez du mal à circuler, ok. Malgré tout, quand il y a beaucoup de monde, que ce soit à Paris, à Marseille ou n'importe où, si on savait exactement où vous allez vous promener, on pourrait se dire chouette, on va agrandir là. Mais d'une année à l'autre, c'est pas du tout le cas. Donc là, qu'il y ait eu des problèmes de circulation, qu'il y ait eu des problèmes, tout un tas de choses, on l'entend. Malgré tout, on a besoin de points précis pour pouvoir agir sur qu'est-ce qui a déplu. Juste dire c'était vraiment la pire cette année, moi je ne trouve pas ça très constructif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc après, c'est le moment où on peut discuter. Maintenant, on ne va pas rester trop longtemps sur ce sujet-là parce que sinon on ne pourra pas discuter avec tout le monde. Donc on va avancer sur les questions. Mais c'est important de dire quand même qu'on entend ce que les gens disent et que on va tout faire, enfin vous allez tout faire pour améliorer tout ce qu'il faut améliorer évidemment. Et il y a des sondages, je crois, ça vous envoyez des sondages à tous les exposants. On fait des sondages tous les ans qu'on envoie à tout. Alors là, surtout cette année, en plus, il y a une grande majorité des gens qui ont acheté sur notre site. Donc du coup, on a une grande majorité des gens qu'on peut contacter puisqu'on a leur adresse. Et tous ces sondages nous servent. Quand on dit qu'on écoute les gens, clairement, quand on a repris là, par exemple, le hall 3 et le hall 2 qui plaisent moins à certains que quand on avait les 3 petits halls, c'est parce que la grande majorité des gens dans le sondage nous disaient on est perdu, il faut revenir comme avant, c'est mieux quand il y a un seul hall, etc. Voilà. Donc il y a des avantages et des inconvénients, on essaye de peser le pour et le contre à chaque fois. Et donc on invite plutôt les gens aussi à répondre à ce sondage et vous y tenez vraiment compte, c'est pas juste pour faire, voilà, important. C'est vraiment traité, vous le lisez et vous essayez d'améliorer ça. On a évolué dans le festival au fur et à mesure des années, notamment grâce au sondage où on voit statistiquement des points de satisfaction, des points d'insatisfaction, et on travaille à développer ce qui satisfait et à corriger ce qui ne satisfait pas. On fait Japan Expo depuis un certain temps maintenant et on n'aurait jamais tenu si on avait pris l'attention de personne, quoi. Je vois des questions sur Tsukasa Ojo, qui est l'invité d'honneur de Japan Expo Paris, notamment parce qu'il y a des nouvelles sur sa venue. Et concernant ses dédicaces, est-ce que ce sera au tirage au sort ou au premier venu? Alors on a
Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Ouais. Il y a peu de chance, on sera tirage au sort. Ouais. Ce sera tirage au sort, il y a trop de monde dessus. Qui vont vouloir une non, c'est sûr. dédicace. C'est sûr. On continue. Y aura-t-il le retour des concerts en soirée pour Japan Expo Paris? Alors, concert en soirée, il y a assez peu de chance. Non, il y a pour l'instant. Non, bah là, Il y a rien. comme on l'a prévu. déjà annoncé, la scène Karasu, elle ne reverra pas le jour cette année. Et donc, du coup, les concerts en soirée, c'était quand même de toute façon quelque chose d'assez compliqué à gérer, à la fois avec les artistes et le public n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Donc, on préfère garder notre énergie pour autre chose. Est-ce qu'il sera là les 4 jours? En tout cas, c'est au jour, il me semble pas. Je crois qu'on avait déjà dit. Autre jour, il sera là 3 3 jours. C'est ça. Hein. 3 jours. C'est ça. On est en train de voir avec ces agents exactement Quel quel jour, le nombre de dédicaces. On sait qu'après, il y en aura une par jour, mais on aimerait bien en avoir plus. Donc, on a rendez-vous dans 15 jours à Tokyo avec eux pour essayer Pour négocier, quoi. d'en avoir un peu plus. Bien, on espère. Pour revenir sur Sud, c'est Olivier Dumas qui dit sans compter que les guests étaient positionnés à la fin du hall 3 et de par ce fait, elles n'ont pas eu autant de personnes qui sont passées les voir car les gens s'arrêtaient avant d'arriver à leur stand. Pourquoi ne pas les avoir mis plus en avant? Les guests, Il y a eu des guests dans le hall 3 apparemment qui étaient vachement reculés par rapport à d'autres. ça doit être les stands loisirs. Il y avait les Les tremplins créateurs. web notamment, Ah, les donc tremplins avec El Le Fou, Judaishi, etc. On peut pas mettre tout le monde à l'entrée de toute façon, donc c'est la problématique. Là, l'idée de l'organisation des halls telle qu'elle est, c'est justement de créer un sens de circulation de manière à ce que les gens passent forcément. Après, la problématique, effectivement, c'est que les visiteurs qui auraient fait des petits achats de compulsion au début, etc., quand ils arrivent à la fin du hall 3, il y a moins de budget disponible. Mais l'idée, c'est malgré tout de pouvoir faire en sorte que ça circule partout. Et les gens arrivant le matin assez tôt et restant jusqu'à tard le soir, on ose penser que, et on le voit aussi dans les sondages, la durée de visite est assez longue. Je veux dire, en moyenne, on est à plus de 4 heures. Quand vous passez 4 heures, on imagine bien que tout a été parcouru, sachant qu'il y a des gens qui sont là à 9 heures et jusqu'à 18 heures sans problème. Voilà. Ok. J'ai une question plutôt intéressante de Oumi Lloyd. Pourquoi vous êtes-vous étendu à la pop culture sud-coréenne? On a beaucoup parlé de Amazing, c'est pas que la Corée, Amazing évidemment, mais il y a vraiment un intérêt déjà du public, j'imagine. Ouais, il y a un intérêt du public. Et puis nous, on s'est toujours considéré à la fois comme un événement sur le Japon, mais un événement sur la pop culture en général. Et on a toujours eu des tentatives, des expérimentations sur la pop culture américaine, sur la pop culture coréenne. Dans le temps, on avait collaboré avec Tokebi à l'époque des manhwas, c'était pas des webtoons, c'était des manhwas. Il y a des choses qui sont formidables et il n'y a pas de raison de ne pas les montrer, surtout qu'effectivement dans notre communauté il y a des gens qui adorent ça, donc autant le montrer, il n'y a pas... Ok. Et c'est aussi pour ça qu'on a Amazing qui permet d'avoir un éditorial hors Japon de manière cohérente. Très bien. Clumso qui demande dans le chat pourquoi les espaces extérieurs étaient réduits, pourquoi la consigne était-elle si chère et les cosplayers ont énormément été pénalisés d'après lui. Alors, les espaces extérieurs réduits, ça C'est très mystérieux. mystérieux parce Ok. qu'on a même annexé la voie de circulation pour agrandir les espaces extérieurs. En bas Donc, des escaliers. C'était réduit par Change de niveau rapport comme ça. à l'époque où on avait l'esplanade et qu'on avait le palais des congrès, le hall 1 et le hall 2. Mais là, pour le coup, on l'a agrandi par rapport à l'année dernière, justement parce qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de soucis là-dessus. Mais voilà. Après, la consigne, bon, bah, ça, on a vu plusieurs questions là-dessus. La consigne, ça a un coût, il faut avoir un espace, il faut avoir du personnel, etc. Donc, il y a une logique et on voit, nous, on s'est inspiré là du fonctionnement. Sur Paris, c'est une société externe qui gère tout ce qui est consigne vestiaire parce que il y a tellement de volume et c'est tellement compliqué qu'on passe par une entreprise externe pour gérer ça. Et du coup, en fait, à Marseille, on a appliqué leur méthode de travail et autres. Et c'est vrai que ça a l'air de rien, mais est-ce que je peux récupérer mon sac pour prendre ça et le remettre, machin? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent, quand c'est comme ça,
peut-être 20 fois dans la journée. À chaque fois, tu sors le sac, tu dois le remettre, etc. Donc, ça génère du travail pour les gens qui tiennent la consigne. Ça empêche de s'occuper d'autres personnes pendant ce temps-là. Donc, je vais reprendre une expression un peu bête et toute faite, mais tout travail méritant salaire. Effectivement, vous pouvez déposer vos sacs quand vous les récupérez pour mettre quelque chose dedans. C'est que vous le redéposez derrière, en fait. C'est ça le principe qui Bah, dans le process, il est ressorti. est mis en place par les sociétés qui gèrent les consignes et qu'on a appliqué nous aussi, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'externe, j'ai vu dans le chat un petit peu passer, je l'ai plus forcément, par rapport aux objets autorisés. Alors apparemment, quelqu'un se plaint qu'ils ont ramené des objets qui étaient autorisés sur votre site, le site de Japan Expo, qui n'ont pas été acceptés à l'entrée. Là, par les équipes de sécurité. Alors quand ça arrive, ce que je vous conseille, c'est simplement de demander à l'agent de sécurité de vérifier avec l'organisateur. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand il y a eu des choses comme ça, que les staffs qui géraient la partie file d'attente voyaient qu'il y avait un loup, on intervenait, on leur disait non mais ça c'est bon, allez-y, et puis c'était réglé. Mais il y a des moments où il n'y a peut-être pas la même surveillance quand il y a beaucoup de monde qui arrive le matin, etc. On est en train de s'assurer que tout se passe bien. On ne peut pas être derrière chaque truc. Mais si un objet sur le site est autorisé et que sur place on vous dit niet, faut tout de suite dire regardez sur le site c'est pas bon, vous devriez vérifier avec l'organisateur. Et généralement la consigne qu'on donne aux agents de sécu, c'est qu'en cas de doute, effectivement, ils font appel au responsable des files d'attente qui est juste à côté et qui va pouvoir leur dire si c'est effectivement le site qui a raison, ce qui est généralement le cas, ou si c'est l'agent. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on a cette difficulté, mais partout, c'est que les agents de sécurité, on a beau leur donner des briefings, on a beau leur donner des papiers, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas, chacun a son interprétation des choses. C'est vrai. Moi, je vais vous donner un exemple, c'est on avait des bracelets pour les exposants, pour qu'ils puissent rentrer, sortir, d'accord ? Le bracelet du samedi était bleu et le bracelet du dimanche était vert. Et effectivement, ce qu'on n'avait pas perçu, c'est que le bracelet du samedi était bleu-vert et que le bracelet du dimanche était vert-pomme. Mais c'était évident la différence. Il y en avait un qui était bleu et l'autre qui était vert. Mais du coup, ça a créé des complications. Donc il a fallu repasser. On a redonné à chacun un petit papier en disant ça c'est ce bleu-là, ça c'est ce vert-là, etc. Mais malheureusement, l'agent qui va être là le matin quand on le brief à 7h, va être remplacé par quelqu'un d'autre à 9h et ce gars-là, si on lui repasse pas bien les... Voilà. Donc c'est très compliqué, les agences de sécu sont au courant, les patrons des agences de sécu font tout pour que ça se passe bien, mais c'est difficile pour eux d'avoir le personnel nécessaire et d'arriver à faire en sorte que chaque gars de la sécu ait le même comportement. Donc ça, faut pas hésiter, si vous avez ce genre de soucis, dire bah non, sur le site c'est autorisé, est-ce que vous pouvez vérifier avec quelqu'un de l'organisation ? Et ils font appel à nous à ce moment-là. Très bien. Question de Michiru Provincia qui demande pourra-t-on prendre les billets sur place pour Japan Expo Paris ? On peut acheter les billets en ligne pendant les heures d'ouverture du festival, mais pas sur place. mais pas sur place. Voilà. Non, Content de le il n'y a rappeler, plus de caisse sur place. Est-ce qu'on a une date aussi pour Japan Expo Sud de l'année prochaine ? Japan Expo Marseille ? Peut-être pas Non, encore, c'est un peu j'imagine. tôt, là. C'est un peu tôt. On finit les débriefs. D'autres questions. Je vois beaucoup la question posée de Maxou76. Bonsoir, quand est-ce que vous allez annoncer le retour de Kagura Muso ? Chiaki avait tellement envie de revenir. Elle a envie de revenir, mais il faut qu'on voit avec elle comment elle fait pour revenir. Donc peut-être qu'on aura l'occasion Ouais, au Japon on a de entamé- voir. Mais je sais que c'était plutôt positif, parce qu'il faut savoir que pour cette partie-là, plus culturelle à la base, on travaille avec une association japonaise qui s'appelle Japan Promotion. Japan Promotion. Et que du coup, Kagura Muso était venu par Japan Promotion. Japan Promotion, c'est ceux qui font tout l'espace Wabi Sabi, le grand espace au fond du hall 5A, là. Et donc, il y a eu quelques soucis sur les prestations de Kagura Muso, mais qui, je pense, ont été éclaircis. Et après, c'est des questions de budget, de planning, de machin. Donc, nous, on est plutôt contents. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui veulent venir qu'on se dit que c'est bien de faire tourner, de ne pas avoir tout le temps les mêmes. Tout à l'heure, il y avait des gens qui disaient vous ne voudriez pas faire venir d'autres comédiens de doublage. Si, avec plaisir. Mais Philippe Ariotti, c'est la première fois qu'il vient à Japan Expo sa vie. Donc, a priori, on a fait tourner. Brigitte, c'était la deuxième fois qu'elle venait
en 13 Japan Expo Sud, c'est la deuxième fois seulement qu'elle venait. Donc voilà, et on trouvait que c'était intéressant parce que comme on avait Kubota, avoir la voix de Goku et la voix de Freezer, Piccolo, c'était intéressant. Sachant qu'on avait aussi proposé à Patrick Borg, donc la voix de Goku adulte, de venir. Malheureusement, Patrick, qui était là avec nous à Orléans, avait des problèmes de santé et ne pouvait pas se joindre à nous sur Sud. Voilà. Ok. Donc, pas de souci là-dessus. Alexis qui demande envisagez-vous une édition 2023 de Japan Expo Paris plus ambitieuse ou êtes-vous encore limité par les conséquences de la crise sanitaire? Alors, on est limité par les conséquences de la crise sanitaire parce que on a vécu 2 ans sans revenus, sans possibilité de contact. Là, on va au Japon quand même pour animer Japan. Dans ses limites, on est hyper ambitieux. Voilà. Mais si on est obligé de faire attention, mais par contre, quand on peut y aller, on y va. Et on va animer Japan, enfin on retourne au Japon, on va animer Japan, on rencontre plein de gens justement pour réactiver tout ce qui s'est arrêté. On vous l'avait dit, hein, loin des yeux, loin du cœur, 2 ans sans Japon, il y a des liens qui se sont un petit peu distendus, mais là on avait commencé en fin d'année dernière, on y retourne et on espère bien pouvoir tout reconstruire, mais il y a des éléments... des effets de bord encore du Covid, hein, puisqu'on va animer Japan, comme disait Jean-François, pour rencontrer tous les professionnels du monde de l'animation. Et il se trouve que, à cause du Covid, en tout cas, c'est les raisons officielles invoquées, la partie B2B, la partie où on peut rencontrer tous les gens, elle n'a pas lieu en physique à Tokyo, elle a lieu en ligne. Donc d'un coup, et voilà. Donc... ça fait partie des petits effets de bord comme ça. Mais voilà, on vit avec ces surprises-là et on va à fond dans toutes les opportunités qui sont offertes. On prévoit, on est en train de faire des très très belles expos. On est en train de finaliser des belles rencontres avec des grands auteurs, les exposants, hein, parce que les exposants font aussi de la programmation, sont en train de nous commencer à nous annoncer des choses qui sont assez formidables. Les associations, je crois qu'elles s'affûtent. Non, ça pique, mais ça passe, quoi. Et alors, il y avait Kami-sama Bina, et je vois qu'Olivier Dumas remet la même question, qui posait la question là sur les espaces extérieurs. Alors, sur les espaces extérieurs, on avait prévu tout un tas de choses cette année, parce que justement, on voulait les exploiter de manière plus importante, notamment pour la partie photo, parce que c'est sympa. Il y a 2 choses qui nous ont... fait échouer là-dessus. Le premier, c'est la commission de sécurité où effectivement tout d'un coup il y avait des normes puisqu'ils annonçaient du Mistral et patati patata pour lester tous les décors qu'on avait prévus en extérieur qui sont devenus complètement aberrants puisque on a peut-être parlé, mais on a une commission de sécurité qui est arrivée le jeudi après-midi avant l'ouverture. Et donc, du coup, les espaces qu'on avait prévus n'étaient pas assez lestés contre le Mistral à leur goût. Donc, on a dû tout ranger. Et les décors à l'intérieur, en fait, je disais qu'on met les mêmes de tous les ans. Là, on a déployé une vingtaine de décors avec des paysages japonais et autres qui ont été imprimés au mois de novembre. Donc, que le fond manga soit effectivement redondant, j'entends. Le décor d'Alice et tous les autres décors ont été là pour la première année. Donc, je suis désolé qu'ils n'aient pas vu la différence, effectivement. Mais là-dessus, on y travaille. Et en extérieur, va falloir qu'on trouve un système. C'est peut-être en se mettant à l'abri entre 2 halls, etc. C'est ce qui a été évoqué, qu'on y arrivera. Le souci, c'est que quand on voit les espaces extérieurs et le monde qu'il y avait pour les restaurateurs, il faut qu'on arrive à faire cohabiter tout ça avec des espaces pour le cosplay, etc. Et ça a l'air de rien, mais les extérieurs ne sont pas gratuits. Donc plus on rajoute d'espace, plus ça coûte cher. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je voudrais juste Métamorphosie, là, qui a plein d'énergie, qui regrette le jardin japonais. Nous aussi, on le regrette. C'était une collaboration avec la mairie de Marseille. La mairie de Marseille a changé. Et la nouvelle mairie, la nouvelle équipe a décidé de ne pas continuer
de construire ce jardin qu'on travaillait nous avec des équipes formidables Des espaces verts. des espaces verts. Qui ont envie en eux, Voilà. mais la volonté de la mairie. Donc si ça vous manque tant de ça, allez l'exprimer à la mairie pour qu'on ait un espoir que ça revienne. Parce que nous, on est tout aussi déçus que vous. Voilà. Très bien. Mais effectivement, avec le changement aux élections, là, les espaces verts ont disparu. Je vois beaucoup de questions par rapport aux photographes. Et tu le disais un petit peu pour les espaces extérieurs, pour les cosplayers. Pourquoi quelqu'un qui pose la question, Koji Dub, qui demande pourquoi ne pas leur faciliter la vie à ces photographes en leur organisant, je sais pas moi, des espaces dédiés. Il y en a. Alors, il y en a, parce qu'on fait appel à certaines associations spécialisées dans le photo de cosplay, etc. Ok. Il y en a peut-être pas assez. C'est peut-être ça la problématique. Il faut peut-être plus de photos, machin. Malgré tout, on essaye d'avoir une petite dose de chaque truc. Ce qu'on voit là dans les retours, et notamment sur les histoires de circulation, de densité, c'est que peut-être qu'il faut qu'on baisse un peu la jauge, comme on l'a fait sur Paris, pour que la circulation, même en journée pleine comme le samedi, elle reste plus agréable. C'est ce qu'on a déjà dit sur Paris, mais on n'est pas là pour faire 70 000 personnes. Avec 46 000, on est content. On peut les répartir. S'il y a plus de place le samedi, les gens viendront certainement le dimanche. Et puis voilà, on n'a pas de souci là-dessus. Malgré tout, effectivement, il faut être aussi lucide sur le fait que quand vous venez avec je disais le Tibidino, on peut pas se balader dans les allées n'importe où avec. Donc, si vous partez sur des costumes comme ça, il faut aussi se rendre compte qu'on pourra pas. Il y aura forcément un moment donné où on pourra pas vous garantir que vous passerez partout, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y aura des avant-premières, films ou animés à Japan Expo Paris? On espère. C'est peut-être pas encore, oui. forcément, oui, il y en aura. Il y en aura. Excusez-moi, j'ai cru qu'il n'y avait pas une question en fait. Il y aura des avant-premières à je continue, j'enchaîne. Il y a plein de questions. Donc Vas-y. Il y a évidemment un truc qui est revenu souvent là auquel je voulais parler, c'est sur les stands amateurs et sur les contrefaçons par d'autres stands et autres. Comme le disait quelqu'un dans le chat, effectivement, la problématique sur les histoires de contrefaçon est toujours le même, c'est que les ayants droit, donc Kana, licencié de Naruto, peut aller voir des stands en disant vos produits Naruto, c'est des produits pirates. Sur Paris, ils font régulièrement intervenir les douanes, etc. Et c'est comme ça qu'on lutte contre la contrefaçon. Le meilleur moyen de lutter contre la contrefaçon, c'est que tous les gens arrêtent d'en acheter, en fait. Parce que nous, en tant qu'organisateurs, on peut rien faire. Je lisais des gens qui disaient mais arrêtez de les faire venir. Alors il faut savoir que beaucoup de gens que vous avez identifiés comme venant avec des objets de contrefaçon, à Paris ils viennent aussi, mais avec rien, parce qu'ils savent qu'à Paris il va y avoir des interventions de la douane, etc. Donc ils enlèvent tous les trucs un petit peu pas légal, on va dire, et ils viennent qu'avec du produit officiel. Donc le problème qu'on a, c'est que nous, on peut pas leur refuser d'acheter le stand parce que ça serait illégal, c'est ce qu'on appelle un refus de vente. Du coup, on peut pas savoir tant qu'ils sont sur place ce qu'ils vont avoir. Et une fois qu'on est sur place, pour constater que ça, c'est un faux, on n'en a pas l'autorité. C'est-à-dire qu'on a déjà fait ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, tu vends n'importe quoi. La réponse juridique, légale, très, très concrète, c'est de dire d'où vous êtes capable, vous, d'estimer si c'est du vrai ou du faux. Moi, je vous dis que c'est du vrai. Et on a vu aussi un autre phénomène se développer. Par exemple, sur des pluches Totoro, au début, c'était facile. On disait, là, il n'y a pas le sticker holographique Ghibli, tu me le ranges. Et maintenant, ils arrivent à avoir ce genre de choses. C'est comme la fausse monnaie. Plus ça va, plus les billets sont réalistes. Et voilà. Et donc sur la contrefaçon, on fait régulièrement des conférences là-dessus pour sensibiliser avec tous les ayants droit, etc. On peut pas. Et tout à l'heure, je voyais aussi certains qui se plaignaient que les douanes avaient été un peu zélées et avaient été tapées dans le fan art. Il faut bien se rendre compte que concrètement, le fan art est toléré, mais c'est considéré par les ayants droit comme de la contrefaçon. Parce que, et ça faisait partie des problématiques de règles dont on parlait sur le WCS, quand on utilise l'image d'un produit qui est licencié Shueisha, etc., on a beau dire c'est du fan art, je suis pas beaucoup dans l'argent, il y a certains fanzines qui font des choses sur Dragon Ball, eux, c'est pas la peine qu'ils mettent les pieds à Japan Expo parce qu'ils vont se retrouver automatiquement attaqués par Viz, par Glénat, etc. Parce que ça a beau être du fan art, quand tu fais un fanzine comme ça, que tu finis par en vendre 1000, 2000, etc., ce n'est plus toléré, en fait. Donc, le fan art, il est toléré. Donc, le seul truc, c'est qu'à un moment donné, effectivement, c'était, je sais plus quoi, en 2019 ou 2018, il y a eu
Pokémon Company qui est venu et tout le fan art Pokémon, il a disparu de Japan Expo parce que, ok, c'est pas de la contrefaçon à grande échelle comme certains peuvent le faire, mais ça reste interdit en fait. Ça reste interdit parce que vous pouvez faire du fan art chez vous pour offrir, pour machin, mais le vendre, c'est interdit. Et c'est là toute la difficulté. Donc, on vit dans un monde où on tolère les choses. Donc, on essaye de pousser ces jeunes créateurs pour montrer leur talent. Mais c'est vrai que plus tôt vous avez votre propre univers et vos propres personnages, mieux c'est. Voilà. Oui, oui. Et le dernier point, c'est je voyais quelqu'un qui disait ouais, on les empêche de vendre à plus de 12 euros, sinon il faut qu'ils prennent un tarif au stand pro. Alors ça, c'est totalement faux. On l'a expliqué la dernière fois. C'est que vous avez différentes gammes de prix. Je dirais qu'il y en a 4 ou 5 d'ailleurs. Donc il y a le stand, effectivement, le plus bas, c'est le amateur. Oh. Où effectivement, on met une limite à 12 euros parce qu'on veut là vraiment aider les petites structures, ceux qui démarrent, etc. Quand vous commencez à avoir plus de produits, vous pouvez passer au passion. Et le passion, effectivement, il coûte un peu plus cher, mais beaucoup moins cher qu'un stand pro. Il coûte un peu plus cher et là, vous n'avez plus de limite. D'accord ? Après, vous avez le stand coup de pouce pour les petites entreprises qui débutent. Vous avez le stand pro. Voilà. Donc, en fait, il y a différents échelons. Et simplement, effectivement, c'est pas qu'on ne veuille pas, mais c'est à un moment donné, si il commence à avoir un volume de vente suffisamment important, faut qu'il passe dans la catégorie au-dessus. On va dire, il y a vraiment les débutants à qui on fait vraiment un stand pas cher qui nous coûte de l'argent. Puis il y a le stand passion qui est un peu plus cher, mais pareil, on rentre pas franchement dans nos frais là-dessus. Et puis après, il y a le coup de pouce, le stand pro, etc. Très très bien, je pense que c'est assez clair pour toutes et tous. Concernant le thème de cette année pour Japan Expo, c'est enquête et mystère. J'ai vu quelques personnes, enfin surtout une personne et peut-être quelques autres, se plaindre qu'elle n'était peut-être pas très présente sur le Japan Expo Sud. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être en toucher un mot Enquête et mystère, donc c'est un thème qu'on a lancé pour essayer de regrouper un peu tous les éditeurs français autour de ça, parce que l'idée c'est de faire une exposition avec un peu tous les acteurs du marché pour pouvoir présenter leurs produits, leurs licences, etc. Il se trouve que sur Marseille, les retours ont été assez faibles et que finalement il n'y avait pas matière à faire quoi que ce soit là-dessus. Donc on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Sur Paris, il y a une exposition qui est en train de se monter sur la thématique avec la plupart, d'ailleurs on va en reparler, la plupart des acteurs du marché, donc ça va être une autre histoire. Spoiler alerte. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y a tellement de questions que je ne peux pas, évidemment, malheureusement, on n'aura pas le temps d'y répondre à toutes. Ils sont revenus, vous êtes revenus sur l'histoire du Palais des Congrès en disant qu'on vous écoute pas, mais si on a changé, c'est aussi parce qu'on a écouté, encore une fois, on fait des sondages. Voilà. On a eu des feedbacks et ces feedbacks nous ont conduit à rechanger le festival. On s'est pas amusé à avoir des halls, à passer au Palais des Congrès, puis à retirer le Palais des Congrès, juste pour le plaisir de dire vous l'avez eu une fois et plus jamais. C'est parce que les gens trouvaient que c'était compliqué de circuler, parce que les gens trouvaient que c'était compliqué d'aller d'un endroit à l'autre, d'avoir des étages. Il y a d'autres contraintes, hein. On l'oublie avec le temps et on garde que ce qu'il y a de meilleur, mais il y avait énormément de contraintes sur le moment. Et c'est parce qu'on a eu ces feedbacks-là qu'on a changé aussi. Voilà, c'est pas vrai, on écoute vraiment un maximum des feedbacks qu'on a. Ici, tout ce qui a été dit, on le note et on l'enregistre et on va le prendre en compte du mieux qu'on peut. Mais voilà, encore une fois, il y a des faits, quoi. Ok. Pour la mise à jour de l'application Japan Expo Paris 2023, c'est peut-être ça que tu allais me proposer. On est en train de travailler sur tout un tas de trucs, notamment ça va avec la question sur le plan, puisque effectivement le plan, on avait une solution d'un sous-traitant qui était très bien, sous-traitant qui n'a pas supporté la pandémie, et donc du coup on se retrouve sans application de plan. Donc là on a trouvé des solutions intermédiaires, mais le temps qu'on développe une solution adéquate qui va permettre de faire le lien entre la liste exposant et le plan, entre le plan et la liste exposant, etc. C'est très long. J'espère qu'on l'aura pour cet été, mais honnêtement, on a pris du retard là. Et je dis on, notre prestataire a pris du retard. Moi, je supervise le projet, donc je vois bien. On est encore
capable d'être dans les temps et on va tout faire pour. Mais c'est vrai que, par exemple, notre prestataire informatique, lui, il subit la pénurie d'informaticiens. Donc on a passé souvent des annonces, machin. Si, il y a ces gens qui font du développement informatique, etc. On a un prestataire informatique qui rêverait d'embaucher des gens compétents et performants. Voilà. Décidément, on peut trouver du travail hein, quand on a cette émission. Ah ouais. Cette semaine, chaque mois, il y a des postes à Peut-être prendre. rajouter Pôle emploi dans les. Voilà. Nous Dans les sommes de l'autre sponsors. côté de la rue. C'est fou. Mais oui, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités. Et on me demandait si on pouvait programmer Japan Expo Sud en mai, juin, juillet. C'est une époque de l'année où on est déjà concentré sur un autre événement. Et, ce serait compliqué de Voilà. faire à ce moment-là. Après, on se cale sur les vacances scolaires. Donc, j'ai vu que la zone B l'année prochaine, si on se cale là-dessus, on va se retrouver 10, 11, 12 mars. Donc, déjà, D'accord, ok. Plus tard. Plus tard. Voilà. Ouais, effectivement. Il y a une histoire sur le panneau sur les cosplayers. C'est ça exactement, c'est le fameux panneau pour prévenir les gens qu'il fallait pas toucher. Voilà. Alors, ce panneau, on en a fait une vingtaine d'exemplaires. Je crois qu'on en a positionné une douzaine. Et à la fin, on en a récupéré 2. Donc, je suis. Les gens sont partis avec. Ouais, je suis avec Koji Dub ou si jamais il y a des gens dans le chat qui seraient par erreur partis avec une bâche On ne vous entendra pas. et qui veulent nous la rendre, faut pas hésiter. Je n'ai pas en tête, mais on l'avait mis à différents endroits. Le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, on voulait essayer de dispatcher partout. Voilà, on va voir. On va voir comment on peut faire pour mieux le mettre en avant. On va aussi resensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux, à travers Twitch, etc. Mais pour nous, c'est important parce que tout à l'heure, on disait vous n'avez pas de respect pour les cosplayers. Si on fait des concours, je veux dire, la scène Ichigo à Paris ou à Marseille, elle est construite autour des besoins pour le cosplay. Après, il y a une réalité économique derrière aussi, certes, mais elle est construite autour des besoins pour le cosplay puisque c'est l'événement où on veut faire le plus de choses. Si on a agrandi l'écran cette année, si on a agrandi les scènes, c'était pour ça. Donc, on fait attention à ça. On met des vestiaires cosplay libres. On a remis la consigne l'année dernière. Je veux dire, à la base, la consigne, notamment avec tout ce qui était normes anti-Covid, c'était interdit d'avoir des consignes. Donc, on a remis la consigne l'année dernière, on l'a regardé cette année. Mais normalement, tous ces trucs-là, voilà. Donc, on essaye de mettre en place des choses. Qu'on ne mette pas en place tout ce qu'il faut, certes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui travaillent avec nous, freelance et autres, sur la partie cosplay, dans l'idée de justement améliorer l'expérience pour tout le monde. Et après, tout n'est pas forcément possible. On a aussi des contraintes de sécurité, logistique et autres qui sont compliquées. Voilà. On va prendre encore quelques questions et on va pouvoir s'arrêter là pour cette partie avant la partie des annonces. Je vois Imawari84 qui demande pour les katanas achetés en convention, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'ils sont toujours interdits? Alors, ils n'ont jamais été interdits, il me semble, mais interdits en tout cas, on peut pas les sortir du carton. Voilà. On peut les acheter, mais je pense que là, la personne, parce qu'on a eu ce genre de cosplay où ils disent, mais je l'ai acheté l'année dernière chez vous. Oui, mais quand on le vend, le katana, il est dans un carton. Dans la boîte. Et on dit interdit de le sortir avant chez vous, parce que les armes de décoration, les répliques d'armes comme ça, même dans la rue, vous vous promenez avec, vous finissez au poste, en fait, c'est interdit. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, dans les cosplays, il faut qu'on se garantisse qu'il n'y aura pas besoin d'intervenir si vous le sortez ou quoi que ce soit sans danger pour personne, parce que tu fais pas attention. Moi, je l'ai vu, même là, en faisant rentrer les gens sur Ichigo, il y a une dame qui me pose une question et je lui dis, les toilettes, c'est par là, sauf qu'en faisant ça, j'ai mis une baffe monumentale au staff à côté de moi parce que j'ai pas fait attention. Donc vous êtes en train de parler avec un pote, vous sortez votre sabre, vous pensez que c'est sans danger, sauf qu'à côté de vous passe quelqu'un, ma main elle a peut-être un petit peu bleuté l'oreille de la demoiselle à côté de moi, mais si c'était un coup de sabre, c'est fini quoi. Donc ça c'est des règles, c'est partout pareil. Donc quand vous venez avec des armes, faut que vous fassiez en sorte que ce soit vraiment un truc où on n'aura pas de danger. Et quand les gens achètent sur les stands, on leur passe tous des petits flyers, des machins, des affiches pour être sûr que tout le monde soit au courant qu'il faut absolument... Ce sont des items de décoration là-bas, c'est-à-dire vous les avez dans votre boîte, vous les gardez dans votre boîte, vous les transportez dans votre boîte, parce que c'est interdit de les sortir sur le festival, c'est interdit de les sortir dans les transports en commun,
J'imagine que dans sa voiture, il doit y avoir une tolérance, parce qu'on viendra pas vous chercher. Après, pour le sortir, c'est compliqué. Mais vous devez le garder dans votre boîte, et une fois que vous l'avez chez vous, là, vous pouvez l'exposer. Mais ce sera considéré, au regard de la loi, comme enfin, assimilé à une arme, même si c'en est pas une. C'est-à-dire même si c'est pas aiguisé, même si ça peut pas vraiment faire de mal. Parce que comme dit Jean-François, un faux mouvement, ça peut blesser quelqu'un. Et ça reste des choses qui sont souvent un peu lourdes, un peu solides. Enfin, ça peut être mal interprété. Et puis de loin, ça ressemble à une vraie arme. C'est-à-dire, vous faites jouer avec votre faux katana, de loin, je sais pas si c'est un faux katana ou un vrai, quoi. Donc voilà, faites attention, vous pouvez les acheter pour de la déco à la maison, c'est pas pour se promener dans la rue avec, quoi. Et puis personne se promène dans la rue avec. Et alors, pour répondre aux questions sur la thématique, si vous me permettez, quand on a fait Japan Expo, à l'époque, on allait à une convention qui s'appelait BD Expo. Et le truc qui nous a traumatisé nous à l'époque, c'est que dans cette convention de BD franco-belge, la partie manga, c'était la honte, on la mettait derrière et on mettait un mur devant. Quoi. Un vrai mur. Mur qu'on appelait le mur de la honte. Donc ce qu'on a toujours voulu montrer, c'est que on était ouvert d'esprit. Et ce qu'on aimait, c'était vraiment d'accueillir tout le monde. Et c'est un peu un slogan McDo, mais venez comme vous êtes, quoi. Et donc, du coup, effectivement, on a créé Japan Expo parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de choses autour du Japon, etc. Mais aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on a Amazing qui est là, mais aujourd'hui, sous prétexte qu'on s'appelle Japan Expo, limiter ce qu'on ferait à uniquement la pop culture japonaise, pour nous, ça n'a pas de sens. En fait, on est vraiment un salon de pop culture générale. On avait Comic-Con pendant un temps, maintenant on a Amazing qui est là, justement pour accueillir la diversité de toutes les pop cultures et de passer un bon moment tous ensemble, d'accord ? Donc qu'il y ait des Disney à Japan Expo, ça ne me choque absolument pas. Là, on parlait des concours, il faut bien voir que c'est pas nous qui avons fait ce choix, c'est le public, les cosplayers, qui décident de venir avec plus en plus de cosplay hors Japon. Et si on prend tous ces cosplayers et qu'on leur dit vous devez faire que du Japon, on se retrouve avec des concours où il y aura très peu de gens. Par exemple, le World Cosplay Summit, ça en fait partie. C'est pour ça qu'il y a 3 participants cette année. Et quand on regarde le European Cosplay Gathering, etc., il y a énormément de costumes et je pense que c'est la majorité qui est hors Japon. Pour nous, c'est pas un problème parce que c'est un tout. C'est-à-dire que le cosplay, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, qui s'est développé au Japon et qui est arrivé en France par le Japon plus que par la culture américaine. Bah oui, et puis après, c'est aussi une affaire de passion. Si les gens, ils ont envie. On se déguise sur le festival aussi pour passer un bon moment. Le costume, il n'a pas besoin d'appartenir à un sujet précis. Il n'a pas besoin d'être fait, en dehors du fait d'être fait soi-même, il n'a pas besoin d'être fait avec une qualité hors du commun. Il y a des accessoiristes. Hein. Il y a des mecs qui font il y a des gens, des hommes et des femmes qui font des choses incroyables. Puis il y en a d'autres qui viennent, qui s'amusent, qui vont fabriquer eux-mêmes, ils mettent tout leur cœur et le résultat n'est pas forcément abouti. Mais et alors? Du moment qu'on est là pour s'amuser, parce qu'il ne faut pas oublier, si on fait Japan Expo, si Japan Expo est là, c'est avant tout pour que tous ensemble, en tant que communauté, on passe un bon moment sans être jugé. Quand on a créé Japan Expo en 2000, ça s'oublie aussi, mais c'était aussi un moyen de se retrouver entre fans de choses que Sans quand être on en jugé par les parlait autres. à l'extérieur, on nous disait qu'est-ce que c'est que tes machins là, entre tes japonaiseries, tes Mickey pour les gamins, enfin, on a eu tout ça quoi, et on est né là-dedans nous. Et pendant 3 jours à l'époque, 4 jours maintenant, et 3 jours à Japan Expo Sud, et 2 jours à Japan Expo Centre, et ben là, on peut s'habiller comme on veut et sans se faire sans se faire embêter, sans se faire juger, juste pour s'éclater. Et après, on reprend le cours de sa vie et c'était super, quoi. Et le reste a aucune importance. Enfin, J'ai envie de dire, on va pas forcer les gens, enfin, ils viennent comme ils veulent, quoi. S'ils veulent venir en déguisement de Disney ou autre, ou qui n'est pas forcément dans le Dès thème le premier manga, Japan Expo, Japon. on avait des personnages de En fait, Disney s'il va qui lui dire non, bah toi tu viens pas en. Bah non, ça n'existe pas. Si Voilà, les cosplayers ils le font pour eux, même avant de le faire pour les autres. Voilà, on le redit, Donc, mais la tolérance, c'était le maître mot, quoi. Justement, d'être à un endroit où on serait tous les bienvenus, quoi. Et voilà, et ça n'a pas de sens. Et sans compter que je pense que le Japon est certainement le plus gros fan, le pays le plus fan de Disney du monde.
Hein, parce qu'ils ont quand même un Ouais. Tokyo Disneyland aussi. Oh. À la base, Japan Expo, c'était le festival des loisirs japonais. Et quand on nous a demandé qu'est-ce que c'était les loisirs japonais, on disait, bah, si les Japonais aiment ça, on va en parler. Et donc, on nous a demandé pourquoi il y a de la K-pop. Ah bah alors, allez au Japon, hein, mais entre Kara, Girls' Generation, etc., ça a fait le beau jour. Maintenant, il y en a d'autres. Voilà, donc il y a vraiment de tout. On avait des Funky Cops au CNIT, qui est pas du tout japonais pour autant. Puis après, où s'arrête la définition du japonais? C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui les dessins animés japonais, il y a peut-être 90% de la production qui est sous-traitée hors Japon. Hein, entre les studios en Corée, aux Philippines, etc. Il y en a partout. Il y a des boîtes japonaises qui appartiennent à des grands groupes qui sont pas japonais, etc., etc. Donc c'est très compliqué quand même à définir. Qu'est-ce qui va définir la limite? Donc là, je pense que c'est un faux problème. Et tout le monde est le bienvenu comme il veut. Il y a souvent, en fait, les gens d'eux-mêmes, quand ils arrivent et qu'ils se sentent pas à leur place, ils vont pas revenir, donc ils vont comprendre. Mais à la base, le but du jeu, c'était d'accueillir tout le monde, quoi. Donc c'est un peu dommage de vouloir faire des secteurs. Après, ça n'empêche pas qu'on peut imaginer, si c'est quelque chose qui intéresse la communauté cosplay, de se dire, tiens, le cosplay tel jour, c'est uniquement au Japon. Ce cosplay-là, tel jour, c'est ouvert à tous. Voilà. Bon, je pense que sur ces Et dans belles les paroles, allées, on fait ce qu'on veut. ouais, sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir conclure quand même la partie questions-réponses. Concrètement, Japan Expo, c'est venez comme vous êtes. Voilà. Quel que Et soit, je pense que parce qu'on disait on garde pas le Japan, mais si il y a 80, ça dépend des fois, on va dire entre 75 et 90% du contenu qui est vraiment orienté Japon-Asie. Et les petits trucs qui dérivent à côté, Ouais, mais et voilà. puis quand on voit, enfin, dire qu'on n'est pas Japan, quand on a toute la zone Wabi-Sabi, la scène Sakura, tous les artisans qui se mobilisent depuis le Japon, qui viennent en France avec leurs créations. On parlait de créateurs, il y a les créateurs français, mais il y a tous ces créateurs japonais qui sont quand même aussi des faiseurs qui se mobilisent à fond, qui sont là, qui font, c'est quoi, c'est 9000 km? Ouais, mais même tout à l'heure, il parlait de rencontrer. Hoyoverse. Je veux dire, Genshin Impact, il y a plein de gens, en plus, je suis sûr qu'ils savent même pas que c'est pas japonais, parce que c'est chinois. Si on l'enlève, ils vont être déçus, tous les fans. Voilà. Oui, et c'est les premiers, les patrons de Hoyoverse, c'est les premiers à revendiquer leur otaku culture. Hein. C'est Faut des créateurs chinois qui ont été influencés par le Japon, tout comme Jérôme Alquier, dont on parlait, est un créateur français qui est influencé par le Japon. Voilà. Et la peluche, elle revient cet été, Colmiana. Désolé. voilà, la peluche de Dino. La peluche de Shibino, elle est en train d'être validée avec le fabricant, donc on l'aura cet été, il n'y a pas de souci.